Vendredi soir, sans aucun doute, pour vous aider. Tous vos problèmes de logement, quels qu'ils soient, à la construction, à l'achat, à la location. Le logement, vous le savez, est source souvent d'ennuis, d'arnaques et d'escroqueries. Nous pouvons vous aider. 0826 107 109, adresse de Sans aucun doute, qui apparaît maintenant, ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Encore une fois, une maison, quitte à se répéter, c'est l'achat d'une vie, on y met toutes ses économies. Et là, vous allez voir que le résultat est beaucoup plus que catastrophique. Accueillons sur ce plateau, pour en parler, Bernard et Nathalie. Valérie et Bernard rêvaient d'un chalet. Ils ont payé plus de 100 000 € pour une maison inhabitable et dangereuse. Aujourd'hui, ils vivent avec leurs enfants dans le sous-sol. Bernard et Valérie, et non Nathalie, comme je l'ai dit. Parce que comme vous nous aviez dit, je viendrai peut-être avec Nathalie. Non, je plaisante. Madame qui commence à me regarder en me disant... On essaie de se détendre parce que la suite est beaucoup plus grave. Hein. Elle doit commencer certainement à vous peser. Vous avez décidé, nous allons voir un reportage et donner des coups de fil dans quelques instants, de faire construire votre maison, un chalet en bois, un entrepreneur de la région. Et là, c'est le grand massacre, il n'y a pas d'autre mot. En 2 mots, comment a-t-il construit cette maison ? En 2001, il a commencé à construire la maison et au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas terminée. Et ils ont fait du massacre à la masse. C'est vrai ? C'est-à-dire qu'on cherche pas, c'est pas de la précision, c'est on tape pour faire rentrer. Tout est cassé, tout est prêt à démonter, quoi. Ouais. Et ça, au jour d'aujourd'hui, c'est presque en train de s'ébouler, quoi. Alors on va y revenir parce qu'en plus il faut que vous démolissiez. Comment vivez-vous aujourd'hui, madame ? Nous vivons dans le sous-sol. À combien ? À 4. On a 2 petits-enfants de 5 ans et demi et 12 ans. Dans ce qui devait être quoi, la cave ? Oui. Oui. On a aménagé une partie cave et garage. Et vous vivez là ? Oui. Et depuis combien de temps ? 2 ans. Depuis pratiquement 2 ans, donc et surtout 2 hivers, en fait, puisqu'on n'a que 32 mètres carrés, avec 2 petits. Et sans, la chambre n'est pas séparée du reste de la... Vous avez aménagé, évidemment, cette pièce. Hein, c'est pas un garage brut. Mais enfin, quand on a une maison qui a commencé, que vous avez payé intégralement depuis 2001, vivre dans le sous-sol à 4, je comprends qu'on soit un petit peu énervé. Alors, on va comprendre pourquoi on en est arrivé là, mais quel est votre dialogue avec cet homme aujourd'hui qui a construit cette maison ? Il se rend compte de la situation, au moins ? Aucun dialogue. Il fuit toutes ses responsabilités. Il a fui le chantier. Il fuit la justice. Car vous avez gagné ? On a gagné. Mais bon, voilà. Par contre, il n'a pas fui l'encaissement du chèque. Hein. Ah non, il était bien présent ce jour-là. Oui, oui. Hein, il y en a pour 106 190 €, soit l'équivalent de 700 000 francs. Voilà, là, il a bien encaissé. Oui. Mais il faut bien qu'on ne peut pas être bon partout, mais là-dessus, il l'est en tout cas. Bon. Nous allons essayer d'en savoir plus. Reportage, bien sûr, que vous allez voir maintenant, signé Sophie Prichodny. Coup de fil par la suite pour essayer d'aider ce couple. Ils vivent à 4 dans leur sous-sol, ont payé leur maison, qu'ils doivent en plus détruire maintenant. L'aberration est totale. Nous regardons les images. Ça bloque. L'homme que vous voyez n'est pas un cambrioleur. C'est pourtant bien dans sa maison qu'il tente de pénétrer. Et pour Bernard, cela fait 3 ans que c'est ainsi. Pourtant, en juillet 2001, c'est rêveur qu'avec sa compagne Valérie, il décide de construire sur mesure cette maison en bois. Ce sont les yeux fermés qu'ils vont confier leur rêve à un entrepreneur pour la somme de 106 000 €. Un entrepreneur peu scrupuleux qui, une fois l'argent encaissé, va disparaître. Plus grave encore, si la maison que vous voyez a l'air normale, elle est en fait inhabitable et surtout dangereuse. Elle menace même de s'écrouler à chaque instant. Visite risquée avec le témoignage accablant d'un ouvrier qui a travaillé sur ce chantier et qui aujourd'hui n'hésite plus à parler. Voilà une cloison, hein. Comme vous pouvez... La cloison, si vous voulez, la pression est telle que elle se met à gondoler, quoi. Donc... Il y a un risque que ça tombe, quoi. Que les madriers glissent à force de s'arrondir et tombent, quoi. Il y a risque d'effondrement, c'est sûr. C'est une personne qui nous écoutait pas, quoi. Il en faisait qu'à sa tête, parce que bon, soi-disant il nous disait que c'était lui le technicien, donc et nous on n'était que les ouvriers, donc on faisait, mais on savait très bien dès le début que ça aurait merdé, quoi. Là, c'est le mur porteur qui tient toute la toiture de la maison. Voilà. Il y a risque d'effondrement. Tous les jours, tous les madriers, on les a rentrés à la masse. Il n'y en a pas un seul qui est rentré comme nous. Il y a des moments où on a dérapé et au lieu de taper sur la cale, on a tapé sur le madrier, on les a esquintés, on en a cassé. C'était du massacre. Tous les jours, je ramasse des morceaux de bois. Voilà sur quoi tient ma maison. Voilà. Alors là, s'il n'y a pas risque d'effondrement... Il manque un morceau, quoi.
Ma maison repose sur ça. Voilà. Des tonnes de bois sur ça. Je te donnerais quand même un conseil, c'est d'éviter quand même de trop traîner dessous, parce qu'un jour ou l'autre, cette poutre, elle va tomber. Hein. Toi, je mettrais quand même un été, là. Et le désastre ne s'arrête pas là. Vis qui dépasse, bois trop court, trous dans le mur, dans chaque pièce, c'est la consternation. Jusqu'à l'extérieur même de la maison. Voilà du travail vraiment de professionnel du bois. Donc le poteau est trop court. Eh ben, on s'embête pas, hein. On met 2 cales de bois sous le pied du poteau. Et puis voilà, sachant que ce poteau supporte tout l'édifice de la maison. Quand je vois le résultat de ce chantier, puis de cette maison, je suis navré d'y avoir participé, quoi. Après un mois de travaux, le chantier est donc suspendu par l'entrepreneur. Motif, celui-ci réclame l'intégralité des 106 000 €. Et pourtant, regardez bien, le contrat signé à l'époque par les 2 parties prévoit un paiement échelonné en 3 fois. Bernard ne dispose pas de cette somme. Pris à la gorge, il négocie un prêt qu'il obtient au bout d'1 mois. Mais voilà, pendant ce temps-là, le bois stocké à l'extérieur s'est abîmé. Il a gonflé, il s'est gondolé. Mais cela ne pose aucun problème à notre entrepreneur qui reprend le chantier. Au bout de quelques semaines, Bernard s'aperçoit que son chalet présente de graves malfaçons. Le constructeur va alors trouver une raison pour s'échapper et ne jamais revenir. Il disait en permanence, la maison va se remettre de niveau, va se tasser tranquillement. Pour lui, il reviendrait une fois que ça serait tassé. Au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas. Parce que de toute façon, ça s'arrange pas, ça s'empire. Alors avec des murs qui s'effondrent et un entrepreneur fantôme, Bernard n'a plus le choix. Il fait appel à la justice. Après avoir constaté l'abandon du chantier, l'expert va rendre des conclusions désastreuses pour Bernard. La maison est inhabitable, il faut tout raser. Quand on me dit il faut raser, la première personne qui m'a assisté le jour d'expertise, il me dit de toute façon à mon avis il faut démolir. Je me dis j'ai mis beaucoup d'argent personnel en plus de la construction bois, c'est-à-dire toute l'électricité, tout le chauffage, tout l'isolant. Je me dis tout recasser pour tout recommencer, j'ai vécu des jours très très difficiles. Travail bâclé, bois encastré à coups de masse. Dans la maison de Bernard et Valérie, tout menace de s'effondrer. Ils ont payé 106 190 € pour une maison inhabitable et dangereuse. Ils vivent depuis 2 ans avec leurs enfants dans le sous-sol. L'entrepreneur acceptera-t-il de les rembourser? Tu travailles, t'es pas mal à dire. C'est du harcèlement. Oui. Non, c'est pas du harcèlement, je vais te dire. La réponse dans quelques instants. Il y a quelques instants, nous recevions Bernard et Valérie. Ils ont payé plus de 100 000 € pour une maison construite en dépit du bon sens et bonne pour la démolition. Depuis 2 ans, ils vivent dans un sous-sol. Voici la suite de leur histoire. Quand on me dit il faut raser, la première personne qui m'a assisté le jour d'expertise, il me dit de toute façon à mon avis il faut démolir. Je me dis j'ai mis beaucoup d'argent personnel en plus de la construction bois, c'est-à-dire toute l'électricité, tout le chauffage, tout l'isolant. Je me dis tout recasser pour tout recommencer, j'ai vécu des jours très très difficiles. Bernard vit des jours difficiles. Il s'est endetté et se retrouve sans domicile pour loger sa famille. Une seule solution s'offre à lui, aménager l'unique partie stable de la maison. Et il n'y a qu'un seul endroit sécurisé, le sous-sol. Alors depuis 2 ans, c'est ici que Bernard vit avec sa compagne et ses 2 enfants. 2 ans qu'ils dorment à 4 dans une seule chambre, des conditions de vie que Bernard ne supporte plus. Depuis 2 ans, j'ai jamais fait une nuit entière. Donc je fatigue énormément. Là, j'arrive vraiment au bout du rouleau. Le matin, quand je sors d'ici, je baisse la tête pour pas voir ce que j'ai au-dessus de la tête. Et je pars vite au boulot, et puis voilà quoi. J'oublie un peu, au travail, j'oublie un peu les conditions de vie ici quoi. Voilà, ras-le-bol. Bernard a tout fait pour alerter le constructeur et lui faire comprendre l'urgence de la situation. En vain. Et nous avons payé la maison, et puis maintenant il s'en fout quoi, de notre vie. C'est plus son problème. Comme il a si bien dit. Lui, il veut bien dormir. Voilà. Je pense que lui dort bien et que le problème de la maison ne le gêne absolument pas. Et Valérie a raison. Malgré de nombreux articles peu flatteurs parus dans la presse régionale, le constructeur ne bougera pas. Même la justice n'a aucun effet sur lui.
Il continue d'exercer tranquillement alors même qu'il y a plus d'un mois, celui-ci a été condamné à rembourser immédiatement la totalité de l'argent versé pour la maison. Et preuve que rien ne joue en sa faveur, il doit même prendre à sa charge la démolition, soit une facture de 193 000 €. Mais notre constructeur n'a pas vraiment l'air décidé. Il a dit de toute façon je ne payerai pas. Là-dessus on a fait des recherches. On a vu qu'il avait des biens personnels, on a vu qu'il avait une entreprise qui marchait. L'entrepreneur aurait donc largement de quoi rembourser. Alors pourquoi n'a-t-il toujours rien fait? Nous sommes partis à sa rencontre en caméra cachée. Une fois arrivé sur les lieux, nous le croisons au volant de sa voiture. Et regardez bien, au lieu de venir nous parler, celui-ci nous fonce carrément dessus. Malgré les méthodes plus que contestables de ce constructeur, nous nous rendons quelque temps plus tard à son domicile. Et face à Bernard, celui-ci ne trouve pas grand-chose à nous dire. Qu'on puisse discuter. Quoi? Viens ici qu'on puisse discuter. Tu fuis tes responsabilités, mon vieux. Quoi? Tu fuis tes responsabilités. Tu fuis le tribunal, tu fuis tout. Mais tu fuis tout, mon pauvre. Ouais, quoi? Mais moi j'assume, tu vois. Moi j'assume, je paye tes conneries, moi. Tu vois, moi je paye tes conneries, là, en ce moment. Je vis dans 32 mètres carrés avec mes gamins. Tête d'ampoule. Mais viens ici discuter. Quoi? Mais viens ici discuter. Viens ici discuter. T'es même pas venu au tribunal. T'es même pas venu au tribunal. Tu fuis tes responsabilités, mon pauvre. C'est tout. Tu nous as mis dans la merde. Tu vois? Tu nous as mis dans la merde, grave, financièrement et tout. Allez, viens discuter. T'as rien à dire? Bah ouais, comme t'as rien à dire et comme t'as rien fait sur le chantier, c'est sûr. Par contre, pour encaisser le pognon, t'es bon, quoi, tu vois? Ah ouais, ça t'es bon, ouais. Pour escroquer les gens, t'es bon. T'es un bandit professionnel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est sûr, ouais. De toute façon, ils doivent l'entendre comme je parle, tu vois? Et viens ici t'expliquer, viens là. Et des couilles un peu, viens là, viens discuter un peu. Notre entrepreneur ne dit toujours rien, au contraire. Pour seule réponse à nos questions, nous allons faire connaissance avec son berger allemand. Bah, tu peux sortir le chien. Tu sais, si je me fais mordre, allez, c'est le SAMU qui va venir me chercher. C'est ça votre réponse, Ouais. c'est sortir le chien. Tu quoi. sors le chien. M'a menacé de venir me menacer chez moi, monsieur. Non mais alors, Non, je veux discuter avec toi. Je veux pas te menacer. Je t'ai pas foncé dessus sur la route, moi. Toi, t'as un toit. T'as tout ce qu'il faut, toi. Moi, j'ai pas de toit, j'ai plus de thunes. D'accord? Tu peux pas te rendre compte, Alain, dans la merde dans laquelle tu nous as mis. Tu peux pas t'en rendre compte. Tu peux pas t'en rendre compte. Pour s'en sortir, le constructeur va tenter une dernière intimidation. Cette fois-ci, c'est un de ses amis qui est chargé de nous faire partir. Nous n'insistons pas davantage, Bernard abandonne, résigné à retourner vivre dans un sous-sol avec sa famille. Le reportage est signé Sophie Prichodny. Drôle de méthode, hein, quand même, quand on met des gens pourtant à ce point dans l'embarras, refuser le dialogue, sortir le chien. Enfin bref, nous aurons l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, c'est une guerre contre vos nerfs également, parce que je suppose que chaque jour, vous ne pensez qu'à ça. Vous voyez le temps passer. Vous, monsieur, vous nous dites que vous ne dormez plus? Ouais, c'est sûr que j'ai du mal à dormir, ouais, parce que quand on se rend chez lui et puis qu'il est au téléphone, il vous rigole au nez, il vous nargue, je veux dire, arrive un moment, ça commence à bouillir, quoi. Et ce monsieur était censé être votre ami dans le temps? Oui, tout à fait. Je l'avais connu par mon métier. Et bon, on était amis, on se rendait service mutuellement. Et dès le jour que je l'ai eu payé, il a complètement changé d'attitude, quoi. Et ensuite, bon, je pense qu'il s'est vu pas compétent dans la construction de cette maison. Et puis bon, comme il veut absolument rien reconnaître. Parce que des malfaçons, on en a vu hein, depuis 10 ans dans sûr. cette émission. Mais là, c'est pas de la malfaçon. Là, c'est vraiment un manque de savoir-faire total. Parce mais qu'il c'est total. faut être complètement fou pour faire des petites parois en bois qui soutiennent la toiture. Et pour qu'une paroi arrive à se gondoler à ce point, mais il a raison, l'ouvrier qui a travaillé dessus, ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. Et heureusement, à la rigueur, que vous n'êtes pas dedans. Parce que ça vous n'auriez peut-être pas été là pour nous en parler. Là, on ne sait plus quoi faire, quoi, je veux dire. Ouais. Là, la justice, il y a une décision exécutoire, bon, tout le monde fait traîner, quoi. La justice vous donne entièrement raison, demande à cet entrepreneur de vous rembourser le chalet, mais lui demande aussi de payer pour la démolition. Donc il y a un jugement. Quand on a un jugement, Maître Michel, on est bien d'accord, on va voir un huissier, et pour que l'huissier fasse exécuter. Exécute. Alors vous, votre analyse dans ce dossier, Maître Michel, qu'est-ce qu'il convient de faire dans ces cas-là?
Je pense qu'il faut mettre ce monsieur dans ses responsabilités. Il a une responsabilité commerciale considérable. C'est un professionnel. S'il ne paye pas une dette qui est exigible, parce qu'il y a un jugement qui le rend exécutoire, non seulement on peut saisir ses biens propres, mais peut être mis en liquidation judiciaire pour son activité professionnelle. C'est-à-dire ses propres revenus à lui sont terminés. Donc je crois qu'il faut le mettre devant ses responsabilités et peut-être aussi alerter son avocat, parce que je ne vois pas l'intérêt, ce monsieur peut être en plus assuré, de ne pas exécuter un jugement, encore plus, encore une fois, c'est assuré. Ça, c'est la deuxième piste. S'il est assuré, il peut faire marcher son assurance, mais nous n'arrivons pas vraiment à savoir s'il l'est. C'est ça. Bernard. Juste un point, peut-être Julien, on pourrait lancer en même temps, parallèlement, un appel tout simplement pour que la mairie, le village où vous vivez, puisse éventuellement vous permettre de vivre dans de meilleures conditions, ne serait-ce que pour cet été, parce que je pense que cette affaire ne va pas se résoudre aussi facilement, et je pense quand même qu'on devrait tenir compte de la maladie de l'enfant et d'essayer de trouver une solution pour qu'à travers la mairie, le village, que le maire, les concitoyens autour puissent vous donner un coup de main. Je pense que c'est opportun de le faire. Vous avez déjà essayé cette démarche? Non. Je vous pose la traditionnelle question. Vous, maintenant qui vivez à 4 dans ce sous-sol, qu'est-ce que vous attendez de cette émission, sans aucun doute? Être conseillé et être guidé pour faire en sorte que ces conditions de vie durent le moins longtemps possible. Parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir tenir encore longtemps. Bien sûr. Et les enfants, ils doivent vous poser des questions. Comment ça se fait qu'on a une maison au-dessus, qu'on n'y est pas? Qu'est-ce qu'on leur répond aux enfants dans ces cas-là? On leur dit, un jour peut-être on en aura une, on y habitera. Pour le moment, il y a de gros problèmes, on ne peut pas... Bon, allez, on va essayer d'appeler ce monsieur en espérant que quelqu'un va nous répondre. Je demande à la régie de faire le numéro. Allô? Oui, bonjour. C'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je vous appelle monsieur car dans le cadre de l'émission, nous essayons d'aider ce couple que vous connaissez avec 2 enfants dont un, vous savez, qui a une maladie orpheline. Ils vivent à 4 dans le sous-sol du chalet, je crois que vous avez construit. Monsieur Courbet, oui. Je suis désolé, je suis en maladie. L'affaire est en justice. Non monsieur, non, t'es pas en maladie, tu travailles. Tu travailles, t'es pas en maladie. Répondre, c'est du harcèlement. Oui. Non, c'est pas du harcèlement, je vais te dire. Et je vais te dire, il y a... Tu vois, c'est pas du harcèlement. On s'est rendu chez toi. Ouais, voilà. Du harcèlement, faut qu'on est assez sympa pour des harceleurs, par rapport à la façon dont est traité le dossier. Calmez-vous, monsieur. Je crois que maintenant, il va falloir passer à la vitesse supérieure et demander à l'huissier, que nous allons d'ailleurs appeler maintenant, peut-être pour voir s'il peut faire ça plus énergiquement et vous faire des facilités aussi. Non, ce qui est important, c'est que dans ce qu'on appelle l'état hypothécaire, c'est-à-dire la liste de toutes les propriétés de ce monsieur, on s'aperçoit qu'il a effectivement non seulement sa maison, mais un certain nombre de terrains. Et donc, l'huissier, vous êtes sûr d'être payé. L'huissier pour exécuter. Il y a ce problème de frais de justice. Il faut peut-être passer par votre avocat pour négocier avec l'huissier. Et être payé au résultat. Voilà, trouver une solution de ce type. Mais il faut y arriver parce que là, vous pouvez être payé. Ce que nous pouvons tenter maintenant, c'est de demander à Bernard Sabat d'essayer d'appeler hors antenne ce monsieur pour essayer d'avoir de sa part un dialogue en lui expliquant les différents enjeux de cette affaire et notamment les conditions précaires de vie de ce couple et de leurs enfants. Donc Bernard, on vous laisse aller téléphoner et puis on verra bien si vous êtes mieux reçu que nous en tout cas. Je vais essayer. Allez, à tout de suite Bernard. Quelques minutes plus tard, Bernard Sabat est de retour sur notre plateau pour nous annoncer le résultat de sa conversation téléphonique. Alors Bernard, avez-vous eu cette personne en ligne? Oui, Julien, malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Cet homme a été aussi désagréable qu'avec vous, avec nous tous. Et la 3e fois, au bout de mon 3e appel, il m'a dit tout simplement de rentrer en contact avec son avocat. Il n'a pas voulu nous donner l'information si on pouvait faire jouer son assurance. Je crois que malheureusement, nous avons affaire à quelqu'un qui est totalement fermé aujourd'hui, totalement obtus. Et je pense qu'il faut partir sur quelque chose de beaucoup plus concret avec son nouvel avocat. Alors, déjà, on sait que cet entrepreneur est en entreprise individuelle. Donc aujourd'hui, c'est sur ses propres biens qu'il est responsable. Donc dès maintenant, ils peuvent faire appliquer le jugement. Dès maintenant, ils peuvent le faire exécuter. Ils peuvent faire saisir l'immeuble de ce monsieur, faire saisir ses meubles, faire saisir sa voiture. Donc je crois que vraiment, il y a le feu, ne serait-ce que pour faire pression. Même s'il est assuré, il faut qu'il ait la pression sur lui pour qu'il fasse bouger son assurance, ou sinon qu'il sorte ses économies. Et donc la seule possibilité, c'est effectivement d'engager une procédure de saisie immobilière de sa maison. Ça, je vous assure, c'est payant. Le jour où l'huissier vient lui notifier « Monsieur, on va vendre votre maison », ça le fera réfléchir. Bon, c'est des dossiers difficiles, vous êtes bien conscient que c'est un dossier
dossier très lourd, donc il nous faut un petit peu de temps, mais vous savez qu'on est là et qu'on ne vous laissera pas tomber. On prendra le temps qu'il faudra, mais on sera toujours à vos côtés. Et on va se retrouver dans les jours qui viennent à la radio pour continuer ce dossier. Merci à tous les deux. Avant de vous lever, juste quelques conseils peut-être de Maître Fellonneau. Qu'est-ce que l'on peut donner comme conseil? Je crois qu'on a assisté, d'après moi, à une des plus graves violations des obligations que le législateur a mis à la charge des constructeurs. On est dans le cadre d'une construction, d'un contrat de construction de maisons individuelles. Non seulement le prix est forfaitairement convenu à l'avance, mais il est payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux. C'est une obligation. Le constructeur qui vous demande de payer en une fois à l'avance commet un délit pénal, donc c'est grave. Ça prouve que c'est quelqu'un qui n'est pas franc du collier. Il faut partir en courant lorsqu'on vous fait cette demande-là. C'est vraiment important. Et le deuxième conseil, Nathalie, il faut que cet homme, cet entrepreneur que vous allez choisir soit assuré. Ne vous contentez pas de sa parole. Ne vous contentez pas d'une attestation qui peut être un faux. Vous téléphonez à son assurance et vous lui demandez si la société X est vraiment assurée en cas de malfaçon ou de non-achèvement des travaux. Je dois quand même préciser que dans le contrat, les modalités légales prévoient l'obligation de préciser ce qu'on appelle la garantie d'achèvement avec les organismes qui cautionnent l'entreprise et qui permettent justement de garantir le paiement de l'achèvement des travaux en cas de défaillance de l'entrepreneur. Que ce soit une faillite, que ce soit un abandon de chantier, que ce soit des malfaçons, de façon à ce qu'une entreprise, qu'une société d'assurance vienne à votre secours. J'espère que dans cette affaire, elle pourra jouer et apparaître enfin. On ne vous laisse pas tomber. Rendez-vous, comme je l'ai dit, à la radio très prochainement sur ce plateau aussi. On va se battre ensemble et on va y arriver, d'accord ? Allez, merci à tous les deux. Merci mille fois.